Bonjour les éconos. Comment ça va, Anthony? Ça va super bien, toi, Christophe? Ça va super bien. De quoi qu'on parle aujourd'hui, Anthony? Aujourd'hui, on va parler de la crise du logement. Est-ce qu'il y a vraiment une crise du logement à Montréal ou au Québec? En effet, on pourrait dire qu'à Montréal, l'agglomération métropolitaine de Montréal surtout, mais aussi d'autres places au Québec, comme Drummondville et Québec, sont en crise parce qu'il y a moins de logements qui sont disponibles, puis les loyers coûtent de plus en plus cher. Donc, c'est de plus en plus difficile pour le monde pour se loger, pour les nouveaux immigrants qui arrivent ici aussi. Pour pas mal tout le monde. Oui, en effet, c'est ça. Donc, exactement. Fait que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler un petit peu des facteurs atténuants, pourquoi est-ce qu'il y a une crise du logement, pourquoi est-ce qu'on règle pas ça du jour au lendemain, qu'est-ce qui fait qu'il y a une crise. Des solutions potentielles, puis un peu notre avis sur le sujet. On discute. C'est vraiment une discussion. Là, je pense pas qu'il y a ni l'un ni l'autre qui prétend avoir la réponse à ces problèmes-là. Mais fait qu'on va en discuter, puis un peu mettre les gens un peu au courant, puis de peut-être partager notre opinion. Donc, sans plus tarder, Anthony, on passe ça. Alors, bonjour de l'intro, Christophe. Bonjour, Anthony. Donc, aujourd'hui, on parle de, comme on l'a dit en intro, la crise du logement. Oui. Donc, qu'est-ce qui est la crise du logement? Pourquoi est-ce que les experts s'entendent qu'il y a une crise du logement? Bon, il y a une statistique en particulier là, qui chicote tout le monde ou qui est un bon indicatif, là, c'est le taux d'inoccupation. Oui. Il y a plusieurs rapports d'experts qui prétendent puis qui disent qu'un chiffre qui est en santé, là, c'est un taux qui se situe autour de 3% d'inoccupation. Donc, il reste encore de la place. En effet, il reste encore de la place pour se loger. Il y a des logements disponibles qui sont vacants, prêts à être loués. Ou peu importe. Là, mais en ce moment, à Montréal, là, les taux avoisinent 1,5%. Ouais. Donc, il y a moins de logements disponibles. Les gens ont de la difficulté à s'en trouver un. Ouais. Puis surtout, dépendamment des budgets, les loyers à bon prix. Je pense que M. Legault a fait une annonce à un certain point. Il a dit, oui, il y a des logements à 500$ à Montréal, mais plus beaucoup, je pense. Oui, puis je pense qu'un peu la raison pourquoi 3%, c'est un chiffre qui est... c'est un marché qui est en santé versus là, on s'approche plus de 1%, 1,5%, dépendant des régions au Québec. Le problème, c'est un peu au niveau de la mobilité, puis un peu de matcher ce 3%-là ou ce 1,5%-là avec les personnes qui en ont besoin. C'est ça. Un peu comme, tu sais, si notre taux d'inoccupation est à 0%, on peut penser que parfait, le marché est en parfait équilibre, sauf que si tu as une personne qui doit bouger ou tu as une personne qui doit arriver, là, cette personne-là n'a pas nécessairement de logement pour aller. Un petit peu comme on peut penser au jeu que tout le monde connaît de Rush Hour, où est-ce que tu dois sortir la petite voiture rouge. Mm-hmm. Si tu n'as pas une pièce de libre ou une case que tu peux bouger, bien, c'est sûr qu'il n'y a personne qui peut bouger. Il faut que tout le monde est pris, puis dès qu'il y a une nouvelle voiture qui veut sortir du marché ou qui veut rentrer dans le marché, ça ne fonctionne pas. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'on parle que si on n'a pas ce 3%-là, on arrive à un problème. Donc, puis aussi, un petit point à côté, là, ça m'a fait penser, là, je dirais que la majorité des déplacements là, de ce rush hour-là, en fait, c'est une journée, là, en particulier le 1er juillet. Je ne sais pas pourquoi, au Québec, on a cette date-là, historiquement, dans les bails, les baux, là, qui sont faits d'année en année au 1er juillet, mais... J'avais regardé un épisode sur YouTube à un moment donné qui parlait de ça exactement, que c'était dans une ancienne loi française où tous les bails devaient se terminer le 1er juillet ou le 30 juin pour que tous les nouveaux bails, puis c'est une loi qui a été délaissée éventuellement. Je ne sais pas trop
pourquoi. C'est resté une tradition. Puis c'est aussi. resté une tradition que le monde... Parce que c'est pas obligé d'avoir des bails au 1er juillet. C'est juste c'est pratique parce que tout le monde change en même temps, mais ça apporte des erreurs de logistique parce que tout le monde veut bouger en même temps. Tout le monde veut louer un camion. Oui, exactement. Mais c'est pas partout. C'est pas comme ça partout dans le reste de l'Amérique du Nord, là. Puis on a plein de vestiges comme ça qui... Peut-être, puis on peut se lancer directement dans le contrôle du loyer. Parce que beaucoup, surtout les propriétaires, se plaignent de la régie du logement qui garde les logements à un prix trop bas, puis qu'eux prétendent que la raison pourquoi il n'y a pas plus d'immeubles à logement qui sont construits ou qui sont mis sur le marché, c'est à cause des prix trop bas. C'est ça. Puis ça, c'est un autre fun fact qu'on a, c'est que la régie du logement, c'est une mesure qui a été introduite pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était supposée être une mesure temporaire, un peu comme l'impôt sur le revenu, là, qui était une mesure temporaire, mais qui est jamais... qui tarde à disparaître. Donc, du côté des proprios, des propriétaires, c'est un point qu'eux vont argumenter du fait que les logements sont pas assez chers, puis qu'on vient contrôler artificiellement à la baisse les prix des logements. On a parlé dans notre épisode sur l'offre et la demande, comme quoi l'offre est contrôlée par cette restriction des prix. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on peut dire, certains auditeurs qui doivent dire, ben non, il y en a qui font ce qu'ils veulent, oui, mais en principe, les augmentations sont fixées par la régie. S'il y a une augmentation qui est trop haute, on peut aller à la régie, puis ils vont appliquer leur calcul dessus. Puis leur calcul n'est pas tout le temps nécessairement avantageux. Par exemple, en cas de rénovation, exemple, si on se fie au calcul en fait, ça s'appelle plus la régie du logement maintenant, ça s'appelle le tribunal administratif du logement, je pense. Ouais, OK. Si on fait des rénovations, là, c'est avec leur taux là, qu'ils donnent, ça prend 30-35 ans à récupérer cet argent-là. Donc, ça n'incite pas nécessairement à faire des rénovations. Ce qui veut dire donc que les logements disponibles, au final, vieillissent et la qualité des logements est moins bonne que peut-être dans un marché plus libre où l'offre et la demande n'est pas régulée par le gouvernement, mais est laissée au libre marché. Au libre marché. Si un logement est trop insalubre, il n'y a personne qui va le louer parce qu'il y a d'autres logements qui seraient disponibles au même prix qui seraient de meilleure qualité. Puis en principe, moi, je suis d'accord avec ça, dans le sens de dire, si il n'y a pas plus d'immeubles à logement qui sont mis à la disposition du consommateur parce que le prix est trop bas, il n'y a pas d'incitatif. Par contre, ça, c'est qu'on dit que, OK, l'offre est trop basse, puis que là, les prix sont trop hauts. Donc, c'est de dire, mais là, si eux disent que l'offre dit, écoute, les prix sont trop bas, donc, on veut pas y aller, on veut pas en offrir plus. Par contre, les locataires, eux, de leur côté, disent, les prix sont trop hauts. Oui, je comprends. Il dit, il n'y a pas de logement abordable à Montréal. Les prix sont trop hauts. Puis là, moi, ma position à ce niveau-là, c'est de dire, OK, mais si un dit que les prix sont trop bas, puis un dit que les prix sont trop hauts, comment est-ce qu'on va arriver avec un équilibre à un moment donné? Puis, je pense qu'il y a aussi une certaine notion que les gens de la classe moyenne vont peut-être prendre que eux pourraient se permettre d'avoir un logement qui coûte un peu plus cher ou d'éventuellement sortir du marché puis aller s'acheter une maison. Ça, c'est un autre point pourquoi il y a beaucoup de demandes en ce moment, c'est que les gens de 35 ans jusqu'à 35 ans auparavant s'achetaient un immeuble à eux et devenaient propriétaires, mais maintenant, on a de plus en plus de cette tranche d'âge-là et autres tranches là, qui restent locataires. Donc, ce qui fait qu'il y a moins de logements disponibles pour les autres personnes qui en cherchent. Puis ils restent locataires parce que le coût des propriétés explose. Est trop cher et plus abordable. Ils peuvent pas s'en acheter. Donc, ces gens-là prennent les loyers
moins chers qui devraient être mis à la disposition des gens à plus faible revenu. C'est ça. Donc là, c'est quoi la solution qui sont offertes à nous? Ben là, selon les experts, il y a deux solutions. Il y a ce qu'on appelle les logements sociaux, je crois. Oui. Au final, c'est financé par le gouvernement, par les contribuables. Oui. On aide les gens les plus démunis. Mais par contre, historiquement, c'est pas nécessairement... Exemple, les HLM ont coûté plus cher que les logements qui avaient disponibles sur le marché dans la tranche de prix moins cher. Là. Donc, au final, ça coûte plus cher aux contribuables, cette solution-là. C'est une solution. On finance les loyers. C'est ça. Pour qu'on puisse... Donc, c'est que quand le gouvernement paye, c'est en bout de ligne, c'est nous qui payons. C'est ça. Fait que c'est sûr que de créer des logements qui sont subventionnés, soit en offrant des crédits aux constructeurs ou en offrant des aides gouvernementales, des subventions à ces propriétaires. Puis là aussi, il faut distinguer par rapport, si on aide les locataires, il y a deux types d'aide qu'on peut donner. Une aide temporaire, soit pour des immigrants qui viennent d'ici ou des gens qui ont déménagé ou des gens à la recherche d'emploi. Puis il y a aussi de l'aide plus permanente ou de long terme pour des gens qui ont des problèmes de, exemple, santé mentale, toxicomanie. Ça, c'est un autre aspect. Là. Puis il y a l'aspect aussi, pour compliquer les choses encore plus, mais qui est l'aspect de Airbnb. Oui. Où que tu vas avoir des gens qui vont choisir de louer à court terme sur des plateformes comme Airbnb ou VRBO ou peu importe. Là, location à court terme. Ce qui enlève des logements disponibles pour les gens qui veulent se loger. Exactement. Donc, puis parce que c'est pratiquement le double en moyenne ce que quelqu'un peut aller tirer. Oui, s'ils sont capables de loger peut-être à l'année ou une bonne partie de l'année. C'est sûr qu'ils vont aller chercher plus d'argent à ce niveau-là. Puis les constructeurs, malgré que je pense qu'en 2020, il y avait une plus grande proportion qui était des nouvelles constructions en location que des condos. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir aussi beaucoup de personnes qui vont vouloir aller au lieu de simplement avoir un immeuble puis le convertir en logement, ils vont aller créer des condos plus petits ou des unités plus petites, plus chères, plus de luxe que quelque chose d'un peu plus de base parce que le prix qu'ils peuvent aller chercher est plus haut. Puis ça, c'est toujours une question économique que tu peux pas dire à quelqu'un que son investissement doit le faire d'une façon. Puis la même chose que tu peux forcer des promoteurs à aller faire un certain pourcentage de leur... Pour avoir le permis, tu dois faire tant de pourcents. Ben là, il n'y avait pas un règlement, le 20-20-20, qui est un exemple un peu de 20% logement social, 20% logement à faible revenu, puis 20%, je ne l'ai pas là, sous la main, là, mais... C'est peut-être... Je me souviens plus exactement c'est quoi les 20%, mais il y a des certaines proportions, mais encore une fois, si économiquement ça vaut plus la peine, il faut que les pénalités aillent des dents. Parce que ça arrive aussi dans certains cas où cette règle n'est juste même pas respectée. Non, en effet. Puis même chose que pour le Airbnb, les gens vont de façon totalement volontaire payer la pénalité ou l'amende parce que ça... Ils sont capables d'aller chercher plus d'argent. Même avec cette amende-là, ça revient quand même plus lucratif de le faire. Donc, c'est de dire, mais quelle autre solution qu'on peut faire? C'est, OK, on construit plus de logements, puis tout le monde, on le finance, ou d'abolir un peu les règles de la régie du logement, puis de peut-être donner un peu plus de liberté aux propriétaires de dicter le prix, puis d'avoir des logements qui sont peut-être un peu plus chers, mais pour les gens de la classe moyenne qui vont être capables de se le permettre. Oui, ça va libérer d'autres logements. Qui va libérer. Donc, eux vont dire, ben écoute,
sais, moi, ça me dérange pas, je vais payer 1500 mais, à la place de 900, mais je vais avoir un plus beau logement ou je vais avoir quelque chose qui est un peu plus... qui est une meilleure location géographique. Ou quelqu'un qui a besoin d'un espace plus gros parce que sa famille s'agrandit. Ou... Parce que ça aussi, c'est un problème où les logements les plus difficiles à aller chercher, c'est des grands logements. Des plus que 3 chambres à coucher, c'est très difficile à aller chercher en location, surtout à Montréal, dans les appartements. Puis maintenant, les locataires sont rendus très plus conscientisés là-dessus. Puis ils vont même aller jusqu'à gérer eux-mêmes ou à léguer leur appartement à un autre groupe. Ouais. Où il y a du partage qui se fait des fois de chambres que... la sous-location pour essayer de garder les prix plus bas. Oui, c'est ça, en solidarité. Oui. Puis il y a aussi la notion où, il y a quand même un risque qui est pris par le propriétaire. Puis je pense que, la régie du logement, oui, moi, je suis quand même assez pour le fait qu'il y ait un certain contrôle pour éviter... Surtout, moi, c'est pas nécessairement la gestion du prix, mais je sais qu'il y a des immeubles que c'est vraiment de piètre qualité. Là. Il n'y a aucune... c'est vraiment mal entretenu. Il n'y a pas de rénovation, tout ça. Que je pense qu'il doit avoir un certain standard, là, que tu ne peux pas juste profiter de la naïveté des gens à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a aussi un point où est-ce que c'est exagéré, où la régie devrait aussi... faire le contrôle des mauvais locataires. Ben oui. Parce que combien de fois est-ce que toi, tu veux pas nécessairement aller louer sans avoir de dépôt ou de aucune garantie que la personne va payer son loyer. Donc, c'est sûr que tu vas aller chercher quelqu'un d'un peu plus aisé avec un meilleur salaire, un meilleur revenu. Oui, en effet. Puis, il y a peut-être une forme de discrimination qui se passe. Là. Moi, je suis vraiment chanceux. Mes locataires, je touche du bois. Là, à date, là, j'ai des locataires en or. J'ai toujours eu des bons locataires, mais je fais partie de groupes Facebook de propriétaires d'immeubles. Puis là-dessus, des fois, il y a des histoires d'horreur, là, que les locataires, là, ils s'en foutent, ils laissent le bordel. Payent pas pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Ils sont des professionnels là-dessus, puis ils refont ça à quelqu'un d'autre. Ouais. Tu sais, d'année en année. Puis c'est comme, comment est-ce que le processus peut être si long, là, que quelqu'un ne paye pas un mois, paye pas un deuxième mois, puis finalement, ça prend X nombre de temps avant d'expulser, puis c'est même pas garanti que tu vas avoir ton argent par après. Il faut que tu aies couru après, il faut que tu aies un huissier là, qui court après. Exactement. Fait que, à ce niveau-là, est-ce que la régie pourrait pas jouer un rôle là-dessus pour essayer de diminuer le risque? Parce que chaque propriétaire va vouloir être récompensé pour son risque. C'est ça. Puis, tu sais, le nombre la quantité de risque et la quantité d'efforts que tu vas mettre là-dedans, puis l'investissement, tu vas avoir un retour sur ton investissement. Le calcul est mathématique. Là, les économistes s'entendent que la régie des prix, c'est une mauvaise pratique économique. En effet. Mais c'est parce qu'on considère ça comme pas un droit fondamental, je ne me souviens plus le terme, là, mais c'est un besoin essentiel. Un besoin essentiel de se loger. Oui, absolument. Absolument. Mais pourquoi est-ce que le logement, c'est le seul qu'on va garder les prix bas quand on pense de se vêtir, par exemple, qu'on va avoir il n'y a aucune réglementation. Non, en effet. Puis par rapport à la nourriture, c'est tout le contraire. Il y a des prix minimums pour aller subventionner les agriculteurs puis l'industrie agroalimentaire. Donc, à ce niveau-là, le seul besoin essentiel où on garde des prix minimums, c'est sur le logement. Ça n'a aucun sens économiquement. Socialement, oui, je le comprends. Par contre, il doit avoir un certain retour du balancier que je pense qu'il n'est pas là, puis ce qui déplaît aux propriétaires. Mm-hmm. Il y a aussi d'autres avenues aussi, comme exemple, mettons Montréal pourrait permettre, il y a des sous-sols là, qui n'ont pas le droit d'être un logement, mais qui pourraient être convertis en logement. Là, ou des fois, il y a des gens qui ont des grosses cours qu'ils pourraient avoir un genre de... pas une mini-maison, là, mais comme un autre petit logement construit à l'arrière. Là, on voit ça des fois en Ontario. Là. La question qu'on n'a peut-être pas soulevée beaucoup, c'est les nouvelles constructions. C'est d'année en année, là, il y a beaucoup de nouvelles constructions qui sont faites. Puis ça aussi, c'est une autre avenue d'en permettre plus, puis peut-être changer les
certains règlements, revoir certains règlements dans le code du bâtiment peut-être, ou de certains règlements pour permettre que ça soit plus abordable, pour réduire les coûts, pour... Mais surtout dans l'optique de Montréal où il n'y a pas il y a pas infini de terrain. Donc, évidemment, si on veut aller... Puis il y a plus d'immigrants, il y a plus de... il y a plus de gens, là, on en a parlé, qui restent en appartement plus longtemps. Ouais. Donc, on a besoin de plus d'espace locatif par pied carré. Une densification. Fait qu'il faut densifier. Les troisième étages, des fois, ça pourrait être envisageable. Puis quand on densifie... un endroit, évidemment, ça passe par des tours. Tu sais, des immeubles à très haut logement. Je ne sais pas c'est quoi le terme exactement, là, mais il y a un terme là, par rapport à le nombre de... Tu sais, si tu as 100 portes dans un immeuble, mais c'est que là, tu passes à un code différent que le logement résidentiel d'une maison unifamiliale ou jusqu'à un 6 logements, 4 logements. Puis c'est là que les coûts de construction explosent. Mm-hmm. Parce que là, tu vas avoir tous les codes de métier qui doivent chacun faire leur métier. On doit mettre en place des systèmes d'arrosage. Il doit y avoir des coupe-feux entre chaque. Fait que c'est là que, sans être un expert là-dedans, je sais qu'il y a il y a comme une grosse différence là, dès que tu dépasses un certain niveau. Fait que peut-être d'aller alléger ces codes-là ou d'aller trouver un compromis pour réduire les coûts de construction parce que, surtout en ce moment où on sait que tout ce qui est construction, les matériaux, les coûts, tout explose dans un contexte d'inflation, ça ne l'aidera pas à encourager des gens à aller créer des nouveaux buildings à logement locatif si les coûts de construction explosent puis les prix sont gelés par la Régie du logement. C'est ça. Un autre avenue c'est qu'il y a certains endroits, surtout dans les alentours du centre-ville de Montréal, où historiquement, oui, c'était beaucoup des appartements, oui, c'est tout du locatif, puis il y a l'embourgeoisement de certains endroits. On parle au sud-ouest, on parle Hochelaga, Maisonneuve, qui de plus en plus sont le plateau Mont-Royal qui est plus achetable. Ce qui était historiquement tous des endroits locatifs pour des gens à faible revenu. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que là, à un moment donné, tu dis, OK, mais là, si tous ces revenus-là augmentent, qu'il y a plus de demandes de gens de la classe moyenne ou dans les gens un peu plus aisés, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui... de la catégorie basse. Qui sont à faible revenu ou qui ont des revenus fixes. Tu sais, des gens qui ont habité toute leur vie dans ces quartiers-là, puis qui là sont à la retraite, leur revenu ne va pas augmenter. Non. Ils pourront plus suivre. Puis c'est là que les rénovictions, puis tous ces problèmes-là arrivent. Est-ce que d'aller densifier Montréal, c'est nécessairement la solution? Parce que veut pas, quel constructeur veut aller créer un nouvel immeuble pour aller le louer peu cher? Non, c'est ça. Donc, tu sais, puis c'est pas nécessairement non plus que tout le monde veut vouloir aller dans un grand immeuble. Peut-être, tu sais, le plateau Mont-Royal où tu as des sixplex, même chose dans le sud-ouest, des sixplex, qui ont un certain appeal, mode de vie. Tu sais, les gens aiment ça. Donc, peut-être c'est d'aller développer des régions un peu plus dans les banlieues. Peut-être qu'avec le télétravail, ça le permet maintenant aussi. Puis de développer le transport en commun aussi, au lieu de peut-être aller développer puis subventionner des loyers, pourquoi ne pas investir dans des transports en commun pour permettre aux gens à plus bas revenus de peut-être s'établir dans les banlieues proches. Les banlieues proches, là, je ne dis pas nécessairement d'aller rendu... en Gaspésie. En Gaspésie. Mais c'est beau, la Gaspésie. Oui, mais faire Montréal-Rimouski à chaque jour, chaque matin, c'est pas évident. Mais dans le sens de développer le transport en commun pour aller peut-être étendre un peu plus la possibilité d'aller vivre ailleurs. Mais encore une fois, on pense à la personne qui a vécu toute sa vie dans un quartier. Est-ce qu'elle va vouloir déménager? Puis qui va vouloir déménager si loin. C'est pas... c'est un différent mode de vie, la banlieue, versus vivre au centre-ville. Donc, c'est toutes des questions qui sont très, très, très...
il n'y a pas de réponse facile. Non, en effet. Je pense que de dire, est-ce qu'on veut subventionner collectivement le marché. Le marché, puis tout ce qui est à bas revenu pour des gens, soit des nouveaux arrivants, des gens qui sont en plus situation permanente, là, d'aide permanente. Est-ce qu'on veut subventionner ça ou est-ce qu'on dit on va laisser le marché libre de créer ça avec peut-être un peu moins de subventions, mais de laisser les gens qui peuvent se permettre de payer un peu plus puis qui veulent vivre au centre-ville, peut-être de eux assumer le coût puis après ça d'avoir un peu plus de logements puis des logements à plus haut revenu qui soient construits, de laisser construire puis le marché un peu faire les choses. C'est ça que je pense on va devoir naviguer. Moi, je pense pas que la solution soit ni l'un ni l'autre. Là. Non, je pense qu'il y aurait des abus là, sans une forme de régie un peu. Là. Il y aurait des abus de chaque bord. Oui, mais justement, peut-être d'avoir une régie qui est plus impartiale que de dire « Oh non, on protège le locataire contre le méchant propriétaire ». Non, c'est pas vrai que il y a des mauvais locataires. Puis les deux bords. Il y a des mauvais. Puis il y a des mauvais propriétaires qui laissent des taudis ou qui... surtout quand on pense aux nouveaux arrivants que des fois sont dans des... Tu sais, il y a des reportages à tous les ans là, dans le 1er juillet où il y a des logements qui sont... on se croirait dans un pays du tiers-monde. Oui, donc, c'est sûr que il y a de l'abus des deux côtés, mais est-ce qu'on pourrait peut-être pas laisser le marché un petit peu plus... Moi, je serais pour laisser le marché plus aller. Donner plus de lousse. Donner plus de lousse, puis permettre une autorégulation des prix, mais aussi... changement du code. Si la Ville de Montréal veut... parce que ça, c'est un autre problème aussi, c'est l'étalement urbain. La Ville de Montréal veut garder sa population, veut garder la vie dans la ville. Sinon, ça devient une ville où est-ce que les gens... à 5 heures le soir, c'est mort. Là. Donc, c'est sûr que si la ville veut, il va falloir qu'ils changent peut-être certains codes de zonage ou certains... je sais que le code de la construction, c'est pas nécessairement dans les mains de la ville, mais l'urbanisme, puis peut-être changer certaines règles. Il y a beaucoup de quartiers aussi, tu peux même pas aller... ils veulent garder le cachet patrimonial de la ville. Ça, c'est un autre problème aussi, où est-ce que tu dis, comment est-ce que tu jongles le fait de vouloir garder le... Donc, plein de questions. Écoute, je pense qu'on est là pour faire réfléchir. On l'a dit en début de podcast. Je pense qu'on a démontré que c'est pas nécessairement une question facile. C'est pas juste, on construit plus, ou à chaque année, il va y avoir des immigrants, puis il risque d'en avoir de plus en plus. Puis avec le vieillissement de la population, jusqu'à un certain point, on veut en avoir plus parce que sinon, on va payer. Les plus jeunes générations vont payer pour le fait qu'ils sont moins nombreux. C'est ça. Donc, on veut avoir. Puis écoute, on est en contexte de pénurie de main-d'œuvre. On n'est pas seulement en pénurie de loyer, on est en pénurie de main-d'œuvre. Fait que si tu veux avoir plus de main-d'œuvre, il va falloir plus de place pour les loger. Donc, c'est vraiment un problème à quoi on doit s'attaquer. Puis ça va aussi attirer de la main-d'œuvre. Si le prix des loyers descend, combien de gens veulent s'enfuir de Vancouver et de Toronto parce que les prix des loyers sont trop chers? Mais tu sais, à voir. Non, on a fait un bon tour de questions. Si les auditeurs ont certains commentaires, n'hésitez pas non plus. Si vous avez des solutions. Oui, des solutions, ça serait envoyez-les à votre député. Des idées. C'est ça, mais c'est un sujet d'actualité depuis un certain temps maintenant. Ça fait depuis, même avant la COVID. Là, je sais que la COVID a même compliqué les choses, mais ça fait depuis 2019 là, qu'on voit qu'on s'en va vers ça. Là. Donc, c'est pas un problème qui date d'hier, puis c'est pas un problème qui va se régler demain non plus. Donc, mais je pense que c'est bon. Un bon sujet de discussion. Donc, en effet. Sur ce, laissez-nous vos commentaires, partagez le podcast. Puis sinon, on se revoit dans notre prochain podcast. Merci. Merci.